l'opportunité de ton action, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. On ne peut pas dire tout n'importe quoi à n'importe quel moment. Une valeur, une parole, elle est importante. Une action, elle est utile, elle est importante que lorsque elle répond aux critères d'opportunité. Mais parce que quand tu poses un acte comme celui que Blé Goudé a posé, qui n'est pas opportun, ce acte-là, quand tu le poses, toi-même, tu n'en bénéficies pas. Parce qu'en fait, Blé Goudé, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut profiter de ce qu'on appelle de la victimisation. Mais la victimisation, là, qui va te l'accorder là. Les Ivoiriens, ils ne sont même pas concentrés sur ça, sur ce que tu racontes là. Parce que non seulement c'est désuet, mais ce n'est pas opérant. Donc, il n'y a pas d'opportunité à le dire. Ce qui aurait été intéressant, ce qui aurait été logique, ce qui aurait été cohérent, aurait été que quand tu as observé ce manque de respect de ta part, sous le regard pantois du président Laurent Gbagbo, mais tu aurais dit, bon, moi, je suis un être humain. Je ne peux pas accepter qu'on me mette la honte comme ça. Je pars. Je prends mes clics, je prends mes claques, je retourne à Londres, je retourne à Manchester, où j'étais en train de faire des études. Là, on t'aurait compris. Les gens auraient posé la question, ah, mais qu'est-ce que vous avez fait à Blé Goudé? Et puis maintenant, ils déballent. Voici ce qu'ils m'ont fait. Je ne peux pas accepter ça. Mais tu es resté. Tu as nourri ta bouche. Tu as fait grossir ton ventre. Tu as mis ton bas-ventre à l'aise. Et puis aujourd'hui, là, tu viens, tu racontes des arguties. Et puis tu joues la victime. On ne comprend même pas. Et puis ça, les gens disent, moi, aujourd'hui, j'ai des doutes sur le diplôme que tu dis avoir eu en sciences, en communication politique. Parce qu'en termes de communication politique, ce que tu as fait là, très cher grand frère Blé Goudé, c'est nul de chez nul. Même un brouillon, moi je ne ferais pas ça, je ne ferais même pas ça sur mon brouillon. Parce que c'est nul. Mais comment tu peux te laisser, je veux dire, piégé par les gens comme Ali Koulibaly et ses deux mousquetaires? Hein? Comment tu peux te laisser manipuler par les trois mousquetaires de DNCI? Comme un blaireau, comme un nigo, comme un nabo. Alors que tu as quand même de nombreuses années d'expérience de la prise de la parole publique. Tu ne devais pas tomber dans cette légèreté-là. Et puis tu dis que non, vous me mettez le doigt dans la gorge. Mais tu sais qu'on te met le doigt dans la gorge. Mais il faut mordre le doigt. Mordre le doigt. Mais pourquoi tu laisses le doigt aller dans profondeur et puis tu vomis sur les gens? Oh, mais ça me rappelle, tout ce spectacle-là me rappelle le beau poème de Léon Contran Damas. Ce beau poème qui dit « Un goût de sang me vient ». Le titre de ce poème, c'est la nausée. J'ai la nausée. Mais j'ai la nausée de constater que la main qui t'a donné à manger hier, tu l'as mort, Blé Goudé. Blé Goudé, tu mords la main qui t'a donné à manger. Moi, on m'invite à un plateau comme ça. J'ai le statut que tu as, le statut de Blé Goudé. Je l'ai. Je vais à un plateau comme ça. On veut me poser des questions et dire, mon pays souffre. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre un 4e mandat. Voici les questions qui sont d'actualité. Mais quand on te pose des questions sur Alassane Ouattara, sur la gouvernance d'Alassane Ouattara, tu dis que non, je ne suis pas venu sur le plateau pour commenter la gouvernance d'Alassane Ouattara. Ah ouais? Une gouvernance qui est dans l'actualité, sur laquelle on t'interroge, sur laquelle l'acteur politique que tu es, tu as le droit d'avoir des réactions. Tu te refuses une réaction sur l'actualité, mais tu vas retourner dans les vestiges de l'histoire pour pouvoir déterrer les cadavres qui ont fini, même les pétrifactions.
Mais c'est quoi cette maladie-là? C'est quoi cette hystérie de conversion-là? C'est quoi cette maladresse-là? C'est quoi cette inconscience-là? C'est quoi cette pathologie qui est à la limite congénitale-là? Tu peux un peu là, tu peux un peu prendre de la hauteur par rapport à la situation. Tu peux un peu penser à ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour toi, a fait de toi. Mais moi, et c'est sur ça que je vais conclure, que je vais chuter. Parce que cette nuit, j'ai eu peine à dormir. J'ai eu peine à dormir. J'ai souffert dans la chair. Parce que ma pensée s'est baladée loin, très loin. J'ai essayé d'analyser la situation. Et je me suis dit, j'ai peur pour mon frère Charles Blé Goudé. J'ai peur pour mon frère Charles Blé Goudé. Ceux qui l'applaudissent aujourd'hui, ceux qui l'acclament aujourd'hui, ceux qui l'encensent aujourd'hui, ce sont eux qui demain vont regretter, vont dire des choses horribles. Parce que Alassane Ouattara, le RHDP, t'utilise. Et quand ils n'ont plus rien à faire avec toi, ils te jettent à la poubelle. Mais ce qu'ils vont faire à Blé Goudé, je pense, et je ne le souhaite pas, mais je pense, que Blé Goudé a fini de faire ce qu'il devait faire contre le président Laurent Gbagbo. Il ne peut plus faire plus. Le RHDP va commettre des gens qui vont assassiner Blé Goudé. Pour qu'on dise que c'est le président Laurent Gbagbo, c'est les hommes du président Laurent Gbagbo, non contents de ce que Blé Goudé a dit, sont allés l'assassiner. Ils vont le faire. Et c'est pourquoi je vais demander à tous mes frères, je vais demander à mon petit frère Joël Poté, je vais demander à mon petit frère Blaise Cepé Marc de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité de Blé Goudé. Prenez toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité de Blé Goudé, parce que Blé Goudé est en danger de mort. Blé Goudé est en danger de mort. Ils ne vont pas empoisonner Blé Goudé, parce que ça va être très facile. Si Blé Goudé est mort par empoisonnement, on ne saura pas qui l'a fait. Ils vont payer des écervelés qui vont se porter un t-shirt trop c'est trop. Vous voyez ces gens-là? C'est comme ça ils sont. Comment quelqu'un qui va aller commettre un crime porte un t-shirt trop c'est trop? Juste pour pouvoir montrer que ce sont les gens qui sont dans le camp du président Laurent Gbagbo qui l'ont fait. Et ils vont l'assassiner pour jeter l'opprobre sur le président Laurent Gbagbo. Très cher frère de COGEP, je vous mets en mission. Assurer la sécurité de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui et maintenant. Les latins disent hic et nouk. Assurer la sécurité de Blé Goudé, hic, nouk. Parce qu'il est en danger. Et le danger ne viendra pas du côté où vous le pensez. Ils avaient déjà dit à Blé Goudé une année que s'il partait à Diokoué, que des gens avaient été omis pour pouvoir le tuer. Alors que c'est eux-mêmes qui voulaient le faire. Ils avaient voulu mettre ça sur le compte du président Laurent Gbagbo. Je vous le dis aujourd'hui. Ils ont fini de vous presser. Ils ont fini d'enlever tout le jus à Blé Goudé. Il n'y a plus rien. Blé Goudé ne peut plus rien dire encore. Ils n'attendent plus rien de lui. Tout ce qu'ils voulaient. Ils ont mis la gbagosphère en branle. Ils ont mis la gbagosphère ils ont émietté la gbagosphère. Ils ont atteint leurs objectifs. Maintenant, ils n'ont plus besoin de toi, Blé Goudé. Ce qui reste maintenant, c'est de t'effacer. Parce qu'ils savent que si ça retourne, si les choses changent, tu pourras venir leur dire, tu pourras venir. Parce que comme toi, ton ventre là ne garde pas à faire. Tu parles, tu es dans la parlotte. Tu es un bavard. Ils savent que demain, tu vas dire ce qu'ils ont fait pour toi. Tu vas dire comment ils t'ont manipulé. Donc, ils vont te faire disparaître. Et en tout cas, peut-être que ce sont mes peurs qui me font penser ça. Si ce sont mes peurs, que Dieu me console, que Dieu m'apporte véritablement la force nécessaire pour pouvoir tenir, pour pouvoir être fort. Mais je pense que ce que je dis, ça a du sens.
Soleil, merci de m'avoir donné ton prêchoir. Merci de m'avoir donné ton crachoir. Merci de m'avoir donné ton panel pour que je puisse m'exprimer. Je voudrais demander à tous ceux que mes paroles ont égratigné, à tous ceux que mes paroles ont mis mal à l'aise, de me pardonner parce que mon but, ce n'était pas de mettre mal à l'aise aux gens. Mon but, ça consistait simplement à faire une analyse critique de ce qui se passe. J'ai dit que Blé Goudé a eu tort. Il a ouvert une boîte de Pandore en disant ce qu'il a dit. Mais Demba Traoré n'avait pas aussi à aller se mettre en scène. Et puis, l'autre aussi, Diaby Youssouf, n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Je condamne aussi leur réaction. Je condamne aussi leur réaction parce qu'ils n'avaient pas à faire ça. Il n'y avait pas d'utilité. C'est le buzz. Ce que Blé Goudé a fait, ce n'est pas de la politique, il est dans le buzz. Et le buzz, il meurt de sa propre mort. Il fallait laisser le venin mourir de sa propre mort. On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Donc je condamne. Et je voudrais demander maintenant aux uns et aux autres d'arrêter de se comporter comme des imbéciles. Qu'ils arrêtent, eux tous, que ce soit du camp Gbagbo, que ce soit du camp de Blé Goudé, qu'ils arrêtent ces imbécilités-là, qu'ils arrêtent ces enfantillages. Ça fait honneur à personne. Qu'ils arrêtent. Ou bien qu'ils ferment les gueules là, qu'ils disparaissent complètement. On n'a pas envie de les entendre. Qu'ils arrêtent. On en a marre. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. L'opposition ivoirienne mérite mieux que ça. L'opposition ivoirienne mérite mieux que ça. S'ils ne peuvent pas élever le débat, qu'ils s'effacent. Parce que c'est Confucius qui avait dit que lorsque ce que tu vas dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. Ce qu'ils disent là, ça ne vaut même pas le silence. Qu'ils se taisent à jamais. Ainsi, j'ai parlé. Quand mon oncle finit de parler là, c'était sûr. Merci mon oncle. Et puis merci de ta sagesse. Parce que finalement, ta conclusion part avec ce qu'on appelle des plaidoiries. Et puis ça appelle un peu à la prise de conscience de part et d'autre. Et puis pour moi, c'est comme si on rentrait dans un domaine militaire dont je ne suis pas quand même militaire, ou dans un domaine de ce qu'on appelle de la médiation, de la pacification des conflits. On pourrait dire que tu appelles à un cessez-le-feu. Voilà, c'est un cessez-le-feu. Voilà, ça peut s'employer comme ça, hein, voilà, c'est un cessez-le-feu. Quand on veut que les choses se lavent, donc le linge sale se lave en famille. Mais je pense que le bouchon a été déjà trop poussé. Hein. Et donc, on va laisser d'autres aussi qui, dans leur position, vont pouvoir s'exprimer. Mais quoi qu'on dise, retenons une chose, une leçon. Dans nos amitiés, dans nos fraternités, il faut quand même parvenir à conserver l'essentiel, notre dignité. Même si on nous pousse à bout, il faudrait que dans nos familles, il y ait des Georges Ognien. Et que dans nos familles, même si Soro Guillaume est un peu bavard, mais qu'il y ait des Soro Guillaume dans nos familles. Parce que eux, ils ont des secrets d'État, mais qui n'étalent jamais. Voilà. Là, ce qui est un peu essentiel, qu'on arrive à ça. Voilà. Sinon, quand le Petousikrerim arrive dans la politique, ça arrive, ce qu'on appelle, ça crée ce qu'on appelle le béquisséisme. Soleil, s'il te plaît. Chez nous, on dit, j'ai oublié ma serviette. Voilà, je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as eu à dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais, ce que nous avons fait à La Haye, depuis le transfèrement du président Laurent Gbagbo, je rappelle aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, on est le 29 novembre 2015 et 2025. Gbagbo a été transféré à La Haye le 29 novembre 2011. Donc, ça fait aujourd'hui 14 ans, jour pour jour. Depuis que le président Laurent Gbagbo est allé à La Haye, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Nous sommes allés à La Haye. Nous avons bravé le froid, la chaleur. Nous avons pris des risques pour aller le faire. Tous ceux qui l'ont fait là, ils l'ont fait, il faut les encourager. Il faut encourager tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont mené le combat pour que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés là. Il faut encourager ces personnes-là. Les gens l'ont fait, c'était de la détermination. On ne peut pas cracher sur cet acte patriotique des uns et des autres. Je ne peux pas accepter qu'on dise que non, les gens sont allés
se balthazariser. Ça, je ne peux pas accepter ça. Parce que je sais, on a notre grand frère hein, qui a perdu pratiquement la vie pendant une marche à La Haye. Il a pratiquement... Parce qu'il est tombé dans les pommes. Ils l'ont pris. Il est resté quelques jours à La Haye, alors que nous, on était rentrés en France. Et puis, après, quand il est rentré en France, il n'a pas pu s'en sortir et puis il est décédé. D'accord? Moi-même, j'ai fait un malaise à La Haye. J'ai une amie qui est à Bordeaux, qui est pharmacienne, qui me disait, Zara, n'y va pas, tu n'as pas besoin de partir. Tout le monde sait ce que tu apportes à la lutte. Tu n'as pas besoin de partir. Ton état ne te permet pas de partir. Il faut que j'y aille. Je suis parti à La Haye, j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise à La Haye. Donc, en fait, ça veut dire que nous avons sacrifié beaucoup de choses. Tous ceux qui se sont déplacés, qui sont partis, il y a eu des familles qui ont été brisées. Mon frère, Abel Naki, son histoire est un témoignage. Ce qu'il a vécu. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Les gens ont sacrifié beaucoup de choses en se déplaçant. Et ce sont ces choses-là. C'est à ces choses-là que nous tous, on devait penser. Tous ceux qui se lèvent aujourd'hui, puis qui parlent, en fait, qui oublient qu'ils se sont sacrifiés eux-mêmes. Ils devaient penser aux sacrifices qu'ils ont fait. Mais c'est ces gens-là aujourd'hui qui marchent, qui crachent même sur leurs propres sacrifices. On ne doit pas les suivre dans leurs imbécilités. On ne doit pas dire que non, les gens sont partis là-bas pour faire du Balthazar. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Ce qu'on a fait, c'était trop sérieux. Je me souviens les nuits, quand on partait à la gare du Nord, on luttait les cars, à la gare, à la chose, comment on appelle ça, à la place, à la gare de Lyon aussi. Il y a eu des fois à la gare de Lyon, à la gare du Nord, à Place de la Nation. Tout ça là, tous les cars. Souvent, on a pris nos voitures et on est parti. Souvent, on a fait tellement de sacrifices. On posait des jours de travail. Les gens ont sacrifié beaucoup de choses. Tous ceux qui sont allés à La Haye, tous ceux qui ont apporté quelque chose à cette lutte-là, à cette résistance-là, c'est grâce à ces personnes-là que nos leaders ont été libérés. C'est vrai que on ne peut pas, le dossier était vide. C'est vrai que il y avait vraiment pas, parce que la vérité s'impose d'elle-même. La vérité n'a pas besoin de fioriture. C'est le mensonge qui a besoin de couverture. C'est le mensonge qui a besoin de vêtements. La vérité, elle est belle quand elle est nue. Et quand elle est nue, en fait, on ne peut pas lui trouver des artifices. Donc, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été libérés parce que il n'y avait rien qui allait les condamner. Ce n'est pas lorsque Charles Blé Goudé allait dire que le président Laurent Gbagbo, il allait apporter des choses. Il ne pouvait pas apporter les preuves de son affirmation. Il ne pouvait pas. Et vous savez, en justice, lorsque tu fais des faux témoignages, tu peux être condamné toi-même pour le faux témoignage que tu fais. Parce que le faux témoignage, c'est une infraction. Donc, non seulement, s'il faisait un faux témoignage, il allait avoir une condamnation pour le faux témoignage, mais il allait lui-même se condamner parce que le procès était un procès qui était jumelé. Les deux étaient suivis pour les mêmes chefs d'accusation. Donc, peut-être même que s'il faisait ça, puisque le président Laurent Gbagbo, il est parti là-bas en tant que co-auteur, il n'était pas l'auteur. Le président Laurent Gbagbo était co-auteur. Et si lui disait que si lui il affirmait, alors qu'il était considéré comme un co-auteur, s'il affirmait qu'il était un auteur, la coercion du président Laurent Gbagbo allait lui être enlevée. Parce qu'il ne pouvait même pas être en mesure de pouvoir apporter la preuve de la coercion du président Laurent Gbagbo. Mais lui, il aurait apporté lui-même la preuve de son action. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lui-même, il aura apporté la preuve de son action, alors qu'il aurait été incapable de pouvoir porter la preuve de la coercion du président Laurent Gbagbo. Donc, lui-même, il se serait fait condamner. Donc, le président, donc, Blé Goudé Charles n'est pas allé en prison, il n'est pas allé à La Haye pour libérer le président Laurent Gbagbo ou bien pour le condamner. Il est allé pour être condamné avec le président Laurent Gbagbo pour les mêmes faits. Leur destin était lié. Donc, Blé Goudé n'a pas sauvé Gbagbo. Gbagbo n'a pas sauvé Blé Goudé. Les deux étaient dans la même merde. Et ils s'en sont sortis ensemble. Nous rendons gloire à Dieu. Il faut souvent éviter de chercher, de tordre le cou à l'histoire. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et les faits, on les a vécus.
Moi, je me suis retrouvé un jour à La Haye avec, la fille Atier, la Guessan. On s'est retrouvé à La Haye. On était 12 dans un car de 60 places. Parce que les gens avaient boycotté notre opération. On s'est retrouvé à 12. J'ai encore les photos. À 12. C'était en 2000, je crois que c'était en 2012. C'était en 2012. On s'est retrouvé à 12. Ça devait être en novembre parce qu'il faisait froid. Très froid. Donc, les gens, on a sacrifié beaucoup de choses. Les gens ont sacrifié beaucoup de choses. Je dois rendre hommage à tous ceux qui ont mené la bataille. Je pense à la sœur Patricia. Patti. Je pense à la sœur Patti, qui n'a pas pu voir la libération du président Laurent Gbagbo et qui est partie dans l'autre monde. Paix à ton âme, Patti. Tu étais mon homme, tu étais ma personne, tu sais que je t'aimais beaucoup, tu sais ce qu'il y avait entre toi et moi. C'était une forte amitié, une forte fraternité. Que ton âme repose en paix. Mais ils sont nombreux. Freddy Frey, qui est parti l'année dernière. Ils sont nombreux. Je pense au Faucon, qui est aussi parti. On a perdu beaucoup de nos camarades. Je pense à Namori Karamoko. Ils sont nombreux comme ça qui nous ont quittés. Tout cela, quand on pense à eux, Maïli Bla, je pense à la sœur Maïli Bla. Quand on pense à tout cela, on devait rendre hommage à toutes ces personnes. En pensant à ces personnes, on devait, en fait, ces personnes-là, la vie de ces personnes, le combat de ces personnes-là, ça devait nous obliger à être courtois. Ça devait nous obliger à avoir du respect, à ne pas faire ce qu'on est en train de faire là. Parce que des gens ont sacrifié leur vie pour nous. Ces gens ont sacrifié leur vie pour ce combat-là. Que leurs âmes reposent en paix. Et que nous qui sommes encore vivants, et nous que Vladimir Djenkelevitch a appelé les morts en sursis, et que nous essayons de pouvoir ne pas cracher sur le sacrifice de ces personnes-là. Et que pour nos intérêts égoïstes, mais qui ne sont même pas visibles, que nous jetons aux orties le combat de toutes ces personnes. Ce qu'on a mené là. Il y a eu des moments où les gens nous ont dit, mais vous là, vous êtes des fous. On ne va pas en prison, on ne va pas à la CPI pour en sortir. On nous a cité des gens. Comment il s'appelle le Libérien là? Charles Taylor, est-ce que Charles Taylor est sorti? Milosevic, on nous a cité des gens, on nous a cité les noms des gens qui rentrent là, qui ne sortent plus. Et que Gbagbo est rentré, il ne va plus sortir. Mais par la conjugaison de nos forces, le président Laurent Gbagbo et son co-détenu Charles Blé Goudé sont sortis de prison. Chez nous, dans ma tradition, dans ma culture, la prison s'appelle Ninibita. Ninibita, ça signifie la maison du déshonneur. Si quelqu'un sort du Ninibita, de la maison du déshonneur, c'est-à-dire la maison du caca, si quelqu'un sort de là-bas, c'est comme s'il sort, il revient des pays des morts. Il revient du pays des Hadès. Hadès qui est le dieu de la mort. Et cette personne-là, on doit avoir un autre regard sur elle. On doit l'aider à se socialiser. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, ce qu'il est devenu? Pratiquement comme une loque humaine. Dû aux souffrances qu'il a subies, qu'il a endurées, mais aussi à la santé et à l'âge. Et il continue d'être dans le combat. Un homme qui devait s'asseoir et laisser ses petits-enfants sauter sur ses jambes. Un homme qui devait s'asseoir et puis ses petits-enfants allaient lui arracher les cheveux blancs. Il est encore dans un combat. Aidons ce monsieur-là à aller se reposer tranquillement. Aidons-le. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à ce moment-là, ce n'est pas dans ces circonstances-là.
qu'on va on va le vouer aux gémonies. Gbagbo ne mérite pas ça. Gbagbo a fait sa part de combat. Et il y a un sage qui disait, seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Chez nous, on dit, c'est celui qui va au marigot qui casse le canari. C'est parce que Gbagbo, il a agi qu'il a fait des erreurs. Mais lui-même, le président Laurent Gbagbo, dans le livre qu'il a écrit avec Mattei, François Mattei, il a dit, si c'était à refaire, je l'aurais refait autrement. Le autrement, là, je reviens encore sur la théorie de Leibniz, sur le nécessaire et puis le contingent. Le autrement, là, on ne sait même pas ce que ça allait donner comme résultat. Mais il dit qu'il allait le faire autrement. Donc lui-même, il reconnaît qu'il y a des choses qu'il a eu à faire, il ne pouvait pas le faire. Mais Gbagbo dit encore dans le même livre qu'arrivé à un moment donné, il ne pouvait plus tourner sa tête ni à gauche ni à droite de peur de la voie tranchée parce que des gens étaient avec lui qui le matin souhaitaient qu'il reste au pouvoir et le soir souhaitaient qu'il tombe du pouvoir, qu'il chute du pouvoir. Les gars, ne regardez pas le président Laurent Gbagbo, ne prenez pas son combat, ne prenez pas ce qu'on a vécu, ce qu'il a vécu avec nous, ne prenez pas ça à la légère et puis dire oui, moi j'ai un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a fait une publication, j'ai pas voulu répondre à ça parce que quand je respecte quelqu'un, je préfère ignorer certaines de ses publications. Il a osé avoir des propos, mais vraiment mal placé à l'égard du président Laurent Gbagbo. Juger le président Laurent Gbagbo de quelqu'un qui n'est pas intelligent, il voulait le comparer à un leader. Mais j'ai dit, mais franchement, c'est vraiment prendre l'histoire d'un seul bout. Or, l'histoire, c'est la totalité. L'histoire, c'est la totalité. L'histoire, c'est le récit en train de se faire. Le récit qui a commencé, mais qui continue de se faire, qui continue de s'écrire. On ne peut pas prendre un bout, un pan de l'histoire d'une personne et puis, Gbagbo n'est pas Dieu, oui. C'est pourquoi lui-même, il reconnaît qu'il s'est trompé. Oui, mais nul ne dit que Gbagbo est Dieu. Non, mais il faut laisser ça. Faut parler sérieusement. Tu as parlé pour ne pas répondre à ces gens de personnes, s'il te plaît. Personne n'a dit que Gbagbo est Dieu. Personne n'a dit que Gbagbo est Dieu. En face de Laurent Gbagbo, on a un Alassane Ouattara qui dit que le devoir, l'exigence du devoir vaut mieux que la parole donnée. Vous comprenez ça? Vous comprenez la gravité de ce que Alassane Ouattara dit? Gbagbo n'est pas Dieu. Mais Gbagbo n'a jamais prétendu à la divinité. Gbagbo est un être humain. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'effet de l'âge. Oui, c'est un être humain. Il subit tout le mécanisme des êtres humains ou bien des êtres, naissance, vie et décès. Il est appelé à ça. Et la vieillesse aidant, il devient faible, il devient vulnérable. Mais on est tous exposés à la vulnérabilité de la vie. Bon, qui a dit que Gbagbo était Dieu? Non. Même dans les choix de nos compagnes, on fait des erreurs. On fait des erreurs, mais on fait tous des erreurs. Il y a un philosophe qui a travaillé sur le droit à l'erreur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait l'erreur qu'on doit le bannir de la société. Mais attends. Gbagbo a fait des erreurs, oui. Il n'est pas Dieu, oui. C'est ce qu'on appelle un truisme, qui dit que Gbagbo n'est pas Dieu. C'est une lapalissade. Gbagbo n'est pas Dieu. Tu as fini de dire ça, tu n'as rien dit. Parce que Gbagbo n'a jamais prétendu à la divinité. Et aucune personne n'a dit que non, on n'a jamais dit de ne pas s'attaquer au président Laurent Gbagbo, mais il a dit attaquez-vous à lui dans l'exercice des fonctions de l'État. Il n'est plus candidat à une fonction de l'État. Vous attaquez à lui sur ce qu'il aurait dû faire, ou bien il n'a pas fait, ou bien il a mal fait il y a une vingtaine d'années. Mais Gbagbo a quitté le pouvoir, ça fait 15 ans. 15 ans aujourd'hui. Mais pendant 15 ans là, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Il y a quelqu'un qui nous malmène. Est-ce que vous avez appris que les djihadistes ont eu un siège en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez appris ça?
Est-ce que vous avez appris ça? Moi, il y a plus ça un peu de quelques jours là. D'accord. Est-ce que vous avez appris qu'à Yamoussoukro, il y a la présence massive de personnes bizarres qui ressemblent beaucoup à des peuls? Est-ce que vous avez appris ça aussi? À Yamoussoukro? Non. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez aussi appris que l'un des conseillers militaires de Téné Birahima Ouattara est un chef djihadiste du Mali? Est-ce que vous l'avez appris aussi? Ça hier par notre soeur Tania. D'accord, mais moi, ce n'est pas hier que je l'ai appris. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire est dans l'œil du cyclone djihadiste. La Côte d'Ivoire, je répète, la Côte d'Ivoire est dans l'œil du cyclone djihadiste. Face à cela, que Blé Goudé se soit mis à genoux chez Nadi Bamba, ça règle quel problème? Ça règle quel problème? Que Nadi Bamba commande Gbagbo Laurent. Bon, Gbagbo là, il n'est plus votre président. Il n'est plus votre président. Qu'une femme le commande là, ça vous gêne à quoi? Où est votre problème? Moi-même là, je suis célibataire, mais la femme qui va me prendre là, elle n'a qu'à me commander. Moi-même, je cherche femme même qui va me commander même. Où est votre problème? Si sa femme le commande, où est votre problème? On disait, ouais, Simone Gbagbo, c'est elle qui dirige, c'est elle qui commande Gbagbo. Bon, maintenant là, c'est Nadi Bamba qui commande Gbagbo. Mais c'est son problème. Ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire si une femme le commande. Maintenant, on me dit que non, parce que je vais vous dire ce que vous pensez. Oui, il allait régler un problème de la nation, un problème de l'État chez sa maîtresse. Nadi Bamba n'a jamais été la maîtresse de Gbagbo. Pour ceux qui ne le savent pas, le président Laurent Gbagbo a doté Nadi Bamba en 2001. Le président Laurent Gbagbo a doté Nadi Bamba en 2001. Et je vais vous faire une petite révélation. Ils ont doté Nadi Bamba chez qui? C'est Youssouf Bakayoko, l'ancien président de la commission électorale indépendante. Qui était présent lors de la dot? Il y avait le gouverneur d'Akouri, mais il y avait aussi Blé Goudé. Blé Goudé faisait partie de la délégation de ceux qui sont allés faire la dot de Nadi Bamba. Non, ce n'était pas en 2001, je crois que c'était en 2003. En 2003. Ouais, en 2003. Vous voyez? Donc, vous voyez, et comme l'a dit Djabi Youssouf, bon, je n'avais vraiment pas besoin de ça, mais bon, quand il a dit, mais Blé Goudé et Nadi Bamba, et ça, je le savais quand j'étais à Abidjan, mais Blé Goudé était régulier chez Nadi Bamba. Mais je ne savais pas qu'il s'appelait les partenaires. Non, ils étaient des partenaires. Mais Blé Goudé racontait très souvent que, mais chez Nadi Bamba, quand on arrive chez Nadi Bamba, on mange. Ici, là, on mange bien, tout nous accueille bien, mais Simone, elle est méchante. C'est lui qui racontait partout que Simone était méchante. C'est lui. Mais toi-même, tu es allé à la dot de la dame. Et puis aujourd'hui, là, il faut nous dire, qu'est-ce qui t'a poussé à être là? Bon, moi, j'ai dit que c'est pas bien que les gens fassent les déballages, donc c'est pas moi aussi, je vais dire des choses. Je vais pas faire ce que, donc je mets bas la terre. Mais je dis que non, les gars, il faut qu'on arrête tout ça, là. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens ont besoin. Vous savez, ce qui est, les gens pensent que les ponts, oui, ils construisent les ponts, ils font ceci. C'est pas ça qui est le plus important dans la vie d'une nation. Quand les peuples se sont battus, en Amérique d'une chose, la guerre de sécession a eu lieu en Amérique, entre les gens du Nord et les gens du Sud. C'était pas pour avoir du pont, c'était pas pour avoir les ponts. C'était pas pour avoir le développement. Les gens se sont battus aux États-Unis d'Amérique pour la liberté. Pour la liberté. Quand les gens ont décapité le roi en France, lors de la Révolution française, ils ne l'ont pas fait pour pouvoir avoir les ponts. Ils ne l'ont pas fait pour pouvoir avoir la Tour Eiffel. Ils ne l'ont pas fait pour pouvoir avoir le Stade de France. Ils l'ont fait pour avoir leur liberté. Ils l'ont fait pour avoir leur liberté.
Lorsque les gens se sont battus contre comment il s'appelle, le gars de l'Espagne là, hein, ce n'était pas pour avoir du pain, mais c'était pour la liberté. La liberté, c'est la chose la plus importante chez un être humain. On se bat pour nos libertés. Les gens, on se bat. C'est ça qui est le plus important. Les rebelles même, quand ils ont attaqué le pays, l'argument qu'ils ont avancé, c'était qu'ils étaient exclus. Ils se sont battus pour leur liberté. D'accord? Donc, c'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'avec Alassane Ouattara, les gens sont en liberté aujourd'hui? On a 1600 personnes qui sont en prison. Je vous apprends une chose. Si vous ne le savez pas, je sais que vous le savez, mais vous l'avez ignoré parce que Blé Goudé est venu nous distraire avec son histoire de choses de déballage là. Brendoumi, porte-parole du PDCI RDA, député à l'Assemblée nationale, jouissant d'une immunité parlementaire. Les gars, ils l'ont mis en prison. Le gouvernement d'Ouattara l'a mis en prison. On dit, oui, il est en cas de flagrant délit. Il n'y avait pas de flagrant. Parce que le flagrant délit, c'est quoi? C'est lorsqu'on te prend sur l'action. Le flagrant délit, c'est lorsque on te prend, même si on ne te prend pas sur l'action, mais on te prend avec les éléments de l'action. C'est-à-dire, on dit que tu as volé et puis on retrouve l'objet du vol chez toi à la maison. On dit, on t'a pris en flagrant délit. Hein? C'est ça. Mais il n'est même pas en situation de... Ou bien le flagrant délit, c'est lorsque la clameur publique t'est saisie à la suite d'une action, d'un délit, ou bien d'une infraction. Tu es saisi par la clameur, on dit que tu es en flagrant délit. Mais le cas de notre tonton Brendoumi, aïe, on dit oui, il a dit des choses, mais il n'était pas là. Rien, il n'était pas là. Et puis on nous dit flagrant délit. Et puis on nous dit, mais montrons-nous quel est l'élément, quel est le cas de flagrant délit qui est appliqué à Brendoumi. Dites-nous. Ah, nous on dit que c'est flagrant délit, et puis ça ne va pas quelque part. Est-ce qu'on peut gouverner un pays comme ça? On n'est plus dans une démocratie, on est dans une voyoucratie. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir dire à quelqu'un que vous accusez de quelque chose, les éléments probants de son accusation. Hein? Où est l'infraction? Où est l'élément matériel de l'infraction? Il n'y a aucun élément matériel de l'infraction pour laquelle vous avez arrêté Brendoumi. Et le monsieur, il a quand même l'immunité parlementaire. Vous foutez de ça. Et puis c'est dans ça là, vous convoquez les gens à aller voter des députés. Ça va servir à quoi? Un député qui n'a pas d'immunité parlementaire, ça sert à quoi? De vous à moi. Un député qui n'a pas... Non, ce n'est pas le jour du procès qu'on apporte les choses, les preuves du flagrant délit. Ce n'est pas le jour du procès. Ce n'est pas le jour du procès, mon frère. Crisus, si tu n'es pas allé à l'école, aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller à l'école à n'importe quel âge. Tu peux retourner à l'école. Il y a la possibilité d'aller à l'école à n'importe quel âge. Tu peux retourner à l'école. Moi-même là, il y a un domaine de savoir qui m'intéresse. J'ai envie d'apprendre l'histoire des religions. Donc moi-même, je vais m'inscrire dans une faculté pour apprendre l'histoire des religions. Ça m'intéresse. Donc on peut toujours apprendre à n'importe quel âge. Si ce n'est pas ta faute, si tu n'as pas eu la chance de faire du droit, mais si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, mais tu peux encore aller à l'école. C'est une question de volonté. Tu peux t'inscrire à l'école encore. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ce n'est pas le jour du procès qu'on apporte la preuve du flagrant délit. Ça, je ne sais pas dans quelle école on t'a appris ça, mais il faut jeter le feu sur la vie de tes enseignants qui t'ont enseigné ça. Ils t'ont menti, ils t'ont abruti, ils t'ont animalisé. Voilà. C'est quoi ça? Comment tu peux venir dire aux gens que non, ils n'ont qu'à attendre le jour du procès pour que les gens nous apportent la preuve du flagrant délit? Attends, tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Le jour du procès, on apporte la preuve de l'accusation. Ce n'est pas la preuve du flagrant délit qu'on apporte le jour du procès. Tu es sérieux toi? Vous voyez, la prise de parole publique, là, elle n'est pas réservée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit prendre. Il y a des gens en public qui doivent écouter. Ils doivent écouter. J'ai mon maître, celui-là même qui m'a fait changer de branche pour aller en philosophie.
Il vient de rendre l'âme là. Il était professeur à l'université de Cocody. Il s'appelait Biaka Zazeli. C'est lui qui disait, il dit dans l'assemblée, seuls les initiés ont le droit de prendre la parole parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Lorsque tu n'as pas été initié, que tu as eu la chance d'être admis dans l'assemblée, ta position, ton statut te permet d'écouter. Écoute et tu vas apprendre beaucoup. Mais ne parle pas, sinon tu fais du bruit inutile. Que, ouais, on n'a qu'à attendre le jour du procès pour avoir pour comprendre choses, how do you call it, le flagrant délit, pour pouvoir avoir la preuve du flagrant délit. T'es sérieux là? Ça là, faut plus dire ça, hein. Si tu dis, faut plus dire ça même, parce que si tu dis ce genre de choses comme ça là, les gens vont même pas te prendre au sérieux, même tes enfants là, ils vont te renier, hein. Tes enfants même vont te renier. Si tes enfants, ils ont fait, si tu as eu des enfants qui ont fait la seconde ou bien la première terminale, si tu as eu la chance d'avoir des enfants qui ont eu le bac, ils vont te renier, ils vont dire, papa, non. Non. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Chez nous, on dit que, on ne parle pas n'importe comment. Chez nous, on dit potokri. C'est ce que tu as fait là, tu as parlé potokri. Hein? Donc, il faut éviter ça. Mais je te le dis en toute amitié, je le dis avec tout ce qu'on, je le dis en tout, avec la charité chrétienne, hein, voilà. Je te le dis pour te faire du bien, c'est pas pour te faire du mal. Voilà, pour que tu te rends compte que voilà, tu as besoin de retourner à l'école. Voilà. Et l'école, ce n'est pas un mal, hein, ce n'est pas une injure de dire à quelqu'un de retourner à l'école. C'est une voie de savoir. Maintenant, il y a aussi une différence entre le savoir et la sagesse. Tu peux avoir le savoir et ne pas avoir la sagesse. Tu vois, non? Donc, moi, je te conseille non seulement d'abord apprendre le savoir, parce que la sagesse est composée du savoir et du savoir-être. Du savoir et du savoir-être. Donc, apprends d'abord le savoir et tu vas ajouter à ça le savoir-être. C'est-à-dire que le savoir-être, ça te permet de prendre du recul par rapport à une problématique qui est posée avant d'y répondre. On ne tombe pas dans une problématique comme ça pour répondre parce que oui, comme je suis là, je vais répondre. Donc ça aussi, je le dis, ça peut te rendre service et puis bon, mais en même temps, comme je parle à un public qui est large, ça peut aider beaucoup de personnes. Ne croyez pas que c'est à Crisis seulement que c'est adressé. Hein. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que le bossu, lorsqu'on a le bossu, le bossu, c'est à l'enterrement de son frère bossu qu'il voit comment lui il sera enterré. Et donc, non mais en fait, il y a pour moi l'un des plus grands philosophes que le monde ait connu, hein, il s'appelle Baruch Spinoza. Hein, Baruch Spinoza, il disait ne pas en rire, ne pas en pleurer, mais il faut chercher à comprendre. Et Héraclite, lui, il disait plutôt en pleurer. Et puis, Démocrite, quant à lui, Démocrite, on en disait que c'était un pleureur compulsif. Lui, quand il voyait la société, comment les gens se conduisaient, comment les gens étaient de mauvaise foi, ils étaient malhonnêtes, quand il regardait ça, il pleurait. Démocrite, c'était un grand pleureur. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi les gens ils sont comme ça, lui, quand il voit, ça lui fait mal, il pleure. Quant à Héraclite, lui, il rigole, il se moque d'eux. Et plusieurs siècles plus tard, hein, Baruch Spinoza va dire non, faut pas en rire, faut pas non plus en pleurer, mais il faut plutôt chercher à comprendre. Donc, vous qui êtes là, puis vous riez là, cherchez à comprendre. Ne faites pas comme, ne faites pas comme Héraclite. Bon, ceux qui pleurent aussi là, pardonnez, ne faites pas comme Démocrite. Faites comme Baruch Spinoza. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire mon adresse et j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon samedi. Et Charles, merci beaucoup Charles. Merci beaucoup, merci. Que Dieu te bénisse. Et que la planète Saturne qui illumine aujourd'hui le monde, hein, que cette planète-là te permet de, sinon irradie ta vie. Voilà, il ne faut pas que ta vie soit cachée par l'irradiation de la planète Saturne. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui veulent que je fasse des bénédictions pour eux, ils peuvent m'envoyer des baouins. Hein. Moi, je bénis ceux qui envoient des baouins. Oh, ouais. Donc, plus vous envoyez des baouins, plus vous allez avoir beaucoup de bénédictions. Maintenant, bon, ceux qui ne me bénissent pas aussi, ceux qui ne me donnent pas des baouins aussi, c'est pas grave. Recevez quand même les bénédictions, les plates bénédictions. Recevez les plates bénédictions, c'est-à-dire les bénédictions à la troisième personne du singulier. Vladimir Tchenkelevich, il disait de la troisième personne du singulier, il dit, quand on dit il est mort là, le il qui est mort là, c'est n'importe qui. Mais quand tu dis par exemple le tu qui meurt, le tu est plus proche de moi, donc la mort du tu me fait plus mal que la mort du il qui. Merci les gars, merci les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Markson, oui, merci aussi à toi. Oui, il dit, les bénédictions minuscules. Là, ce sont les bénédictions à la troisième personne du singulier. Hein? Je vous passe ça. Hein? Pensez souvent à la troisième personne du singulier. Souvent la troisième personne du singulier, c'est quelqu'un de lointain. C'est quelqu'un de lointain. Ouais, dans la Bible, on dit, il y a, on dit le prochain. Hein? Le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Mais le contraire du prochain, c'est qui? C'est le lointain. Non, le lointain, c'est le... Ouais, le tu, c'est le prochain. Mais, merci beaucoup. Voilà. Qui ça? Dame, vos quoi là? Oui, elle ne veut pas être... Elle veut pas être une lointaine, elle veut être une elle veut être dans les prochains. D'accord. Désormais, tu es dans les prochains. Je te considère comme membre de mon cercle restreint. Donc, merci beaucoup, sœur. Sœur Mienne, merci beaucoup. Merci. En tout cas, ouais, souvent il faut rire. Le riz, il est thérapeutique. Le riz aussi, ça, c'est la caractéristique principale des êtres humains. Henri Bergson, c'est un grand philosophe français. Il a écrit, il dit que seuls les humains ont le privilège de rire. Et une fois, j'ai fait une publication sur Alassane Ouattara. On dit que les gens disent qu'ils n'ont jamais vu Alassane Ouattara rire. J'ai dit, mais c'est parce que Ouattara est privé d'humanité. Ouattara est privé d'humanité. Mais Bergson l'a dit, que seuls les humains ont cette faculté-là de rire. Les singes, tout ça là. Mais les singes, alors on va me dire, oui, on voit souvent des singes qui rient. Non, les singes ne rient pas. Ce que les singes font là, ce n'est pas du rire. C'est en fait une forme on appelle ça des signes. Voilà, parce que ce n'est pas pensé, ce n'est pas réfléchi. Il n'y a pas d'intellection. Il n'y a pas d'intellection dans le rire dans ce qu'on pourrait considérer comme le rire des singes. Il n'y a pas d'intellection. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est basé sur une gnose. Alors que l'humain, il rit de ce qu'il sait. Il rit de ce qu'il comprend. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est l'être humain qui peut... Donc, rire, ça fait du bien. Mais il y a plusieurs sortes de rires. Ouais, il y a plusieurs sortes de rires. Et ça, on pourra peut-être en parler. Il y a des rires qu'on appelle des rires eschatologiques. Des rires eschatologiques. Par exemple, lorsque quelqu'un tombe, tu passes dans la rue et puis il y a une personne qui glisse, la personne tombe. Est-ce que ça fait rire? Le fait que quelqu'un glisse et puis tombe, qu'il se fasse mal, est-ce que ça fait rire? Mais très souvent, ça vous arrive de rire. Mais est-ce que vous riez parce qu'il s'est fait mal? Non, ce n'est pas parce qu'il s'est fait mal. C'est pas le fait qu'il se soit fait mal qui vous fait rire. Mais c'est le geste, c'est ce qu'on appelle le rire de situation. C'est la situation qui vous fait rire. Souvent, vous êtes là, et puis quelqu'un vient, il pète. Poum, 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 et puis qu'est-ce qu'il fait rire dans le pété? Tout le monde pète, mais qu'est-ce qu'il fait rire dans le pété? Tu vois? Donc, on pourra en parler longuement, mais bon, je vais vous laisser. Je vais laisser Soleil remonter son panel pour qu'on puisse arriver à 300 parce qu'il a le secret. Il a le secret. Quand il prend la parole, ça monte. Donc, les gars, allez, Beléagno, allez, Poupouéyo. Moi, je ne vais pas durer, je coupe le live. Hein. Voilà, si j'ai dit Poupouéyo, vous dites, allez, il y a Kangepe. Allez, Poupouéyo.
Et il y a Et il gagné y a perdu. En tout cas, il n'y a pas duré tout le temps, il est fini. Donc, merci beaucoup. Merci de ta contribution. Savoir dire à mon frère ce qui fait plaisir à ma soeur. Rien ne vaut un repas en famille. Le bâton sera vainqueur. Je vais rappeler quelque chose. Un petit point. Je voudrais rappeler à tous mes frères, Dida, BT, Gaudier. Excusez-moi, c'est un peu trop communautariste, mais bon, il le faut. Je voulais rappeler à tous mes frères, Dida, BT et Gaudier, que le mois de novembre qui finit là, c'est le mois où il y a eu le génocide des Guébiers. C'était en novembre 1970, 55 ans après. Ayons une pensée pour nos frères guébiers qui sont partis. 7000 guébiers ont été exterminés. Ayons une pensée à ça. Mes frères BT, mes frères Dida, mes frères Gaudier, et même mes frères Néo, parce que la famille Kragbe-Nyagbe est allée, il y a une partie qui allait se réfugier à cet endroit-là. Ayons une pensée pour ces guébiers, pour ces 7000 braves Ivoiriens qui ont été exterminés. Qui ont été exterminés tout simplement parce qu'ils étaient guébiers. Voilà, merci. Merci, Touton. Allez, les gars, on va écouter notre artiste. Là, ça fait le 55 ans. Merci. C'est un comportement, Boigny l'a dit. Alors, l'on s'est comporté positivement, dangereusement. Voyant le danger, Doudou a dit, dialoguons directement, mes chers frères, quels que soient les faits, on reste frères. On vient d'écouter notre beau-frère, donc il s'appelle François Kensi. Si les hommes devaient aussi garder le nom de leurs épouses, peut-être on aurait dû l'appeler François Kensi Anikele. Voilà, comme ils aiment supporter ceux qui divorcent et puis ils laissent pas le nom des gens là. On devrait l'appeler Anikele et François Kensi aussi, Anikele Kensi, et puis Kensi aussi, Anikele non. Comme quand il y a divorce, il garde le nom. Pourquoi il n'a pas gardé le nom de François Kensi sur sa vie? Une vieille fripouille qui ne peut même pas ce qu'elle dit en politique ivoirienne. Je vous laisse sur ce côté-là, sur ce petit pan de ma réflexion, et je vous laisse donc une ouverture à voir et analyser vos amitiés les plus durables, dans lesquelles où vos amis ne veulent pas que vous privilégiez vos amis. Prenez cette histoire de Laurent Gbagbo qui se passe actuellement sur la toile et que cette histoire doit vous inspirer. Je vous laisse. Il est exactement 15h35 chez moi ici, à l'ouest de la France. Elle a divorcé avec François Kensi, mais elle s'appelle François Kensi. Donc à l'ouest de la France. Et je voudrais que Dieu se souvienne de vous. Aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité, cette grâce divine de Dieu, qu'il soit un Dieu africain ou un Dieu de votre petit Dieu, mais le Dieu que moi j'aime, le Dieu avec grand D,
Il nous a permis tous de voir ce qu'on appelle ici la fin du mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. Demain, le 30. Le lundi sera le 1er décembre. Dernier mois de l'année de 2025. Que l'année qui s'est écoulée, et vous avez été des résolus, que Dieu se souvienne de vous, pour que vous et moi, on soit encore ensemble en novembre 2026, jusqu'à ce que Dieu nous sépare un jour. Prenez soin de vous, car chaque instant de votre vie est précieux. Partagez les moments les plus joyeux avec vos familles, même les moments les plus difficiles avec vos familles. Parce que mon père m'a dit une fois que lorsque tu es en difficulté et que tu arrives à vendre tes dents et que chez toi, chez vous, où tu as de quoi manger un bon gibier, tu ne pourras plus aller réclamer tes dents pour venir les remettre. Ce qui voudrait dire, de manière triviale, il faut garder sa dignité, quelles que soient les circonstances de la vie, même les plus difficiles. Ayez à conserver votre dignité. N'ouvrez pas pour parler. Conservez votre dignité. La dignité est chère à l'être humain. Soyez digne. Soyez moins bavard. Soyez moins verbeux. Soyez moins logorique. Évitez la logorée. Ne parlez pas comme une diarrhée. Je vous dis. Sois salué Céline. Soyez comme ça. Conservez votre dignité, quelles que soient les circonstances. Ne parlez pas. Nous qui avons fait les villages, on avait vu pendant les vacances, nos amis étaient sans copine. Quand nous étions encore à l'époque, au clair de lune. Au clair de lune, il y a nos amis, quand les filles arrivaient dans le village, c'est eux qui disaient aux gens, oui, la fille là, il a couché avec elle. Oh, la fille là, c'est ma copine. Oh, la fille là, elle est comme ça. Oh, la fille là, est comme ça. À force de parler comme ça dans le village, finalement, ils ne pouvaient plus avoir de copine parce qu'ils parlaient trop. Mais ceux qui étaient les plus silencieux dans le village arrivaient à avoir des copines. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Heureusement que Annie Kéré et Blé Goudé ne sont pas des médecins. Mais s'ils étaient des médecins traitant de Laurent Gbagbo, on allait avoir tout de ce dont Laurent Gbagbo souffre, on allait avoir sur la place publique. Il y a des médecins qui ont soigné Gbagbo. Gbagbo n'est pas avec eux aujourd'hui, mais ils se taisent. Il y a des commissaires, des gendarmes qui ont travaillé sur Gbagbo, mais ils sont tués et puis ils continuent de travailler. Il y a des personnes même qui aiment Gbagbo, mais pour d'autres positions, ils ne peuvent pas parler. Gardez votre secret. Ce n'est pas tout, on met à la place publique. Et à mon ami ou à quelqu'un que je vois sur la toile qui se réclame donc, qui s'auto-programme journaliste, je voudrais dire à Guillaume Vergès de s'inscrire à l'université de Cocody ou en France ici, Paris-Dauphine ou à l'université Paris 13 ou Paris 12, d'aller apprendre encore la langue de Molière parce qu'il n'a même pas le verbe. Moi, ce monsieur devant moi, dans un discours ou dans une interview, il ne pourra même pas dépasser la barrière parce que je vais le reprendre toujours sur ses phrases lui-même. Je vais le reprendre sur toutes ses phrases. Quand il va parler, il a dit, ce que tu dis là, ça ne se dit pas. Il faut reformuler ta question. Tu ne parles pas bien. Il faut reprendre. Il y a lui apprendre ça. Parce qu'il ne sait même pas parler le français. Il dit les journalistes, mais Guillaume Vergès ne sait même pas parler français. Mon frère, va te former. Il faut laisser Gbagbo. Guillaume Vergès, va te former. C'est pas... Gbagbo n'est pas le jeune que tu reçois sur tes panels là. Comment on appelle le gars là? Le petit qui dit de la famille de Amadou Bon Coulibaly là. Qui s'appelle, il est de la famille Bon Coulibaly là. Gbagbo n'est pas lui là. Gbagbo n'est pas le jeune là qui parle sur tes panels là. C'est pas Gbagbo ça. Gbagbo c'est une autre dimension. Gbagbo c'est le high level. Gbagbo c'est le high level. C'est le high level. Si tu ne connais pas, il faut laisser. Si tu ne connais pas, encore du Côte d'Ivoire, à demander. Ah, connaît pas à demander. Hein? Il faut laisser Gbagbo là. Hein? Passer à autre chose. Les gars, vous êtes trop petits. Allez, ça va aller. Laissez comme ça. Laissez le vieux là se reposer. Laissez le vieux là se reposer. Arrête ça. Hein? C'est un peu grave. Puis c'est nauséabond en vous écoutant comme ça. Arrêtez ça un peu. Hein? C'est pas bon.
Allez, coupez, ça est dans la boîte. Coupez, ça est dans la boîte. Coupez, ça est dans la boîte.